On va commencer, Juliette. De toute façon, ça n'empêche pas les autres de nous rejoindre. Donc, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur cette troisième journée de Oser créer avec Force Femmes. Donc, on a eu 2 premières journées très riches en témoignages, en conseils précieux de nos intervenants. Et donc, on démarre cette journée en accueillant Juliette Eskenazi. Merci et bonjour Juliette. Bonjour. Qui est la fondatrice de Poussin Communication et qui va vous parler de construisez votre stratégie de communication différenciante. Donc Juliette, je te laisse la parole et moi je reviens à la fin pour les questions. À toi. Merci beaucoup Julie. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Bienvenue à la maison. Je suis ravie d'être avec vous à la fois chez moi et partout en France. Ça fait du bien, ça me fait un peu voyager dans ma tête. Donc, on va passer 1 heure ensemble sur le sujet de la stratégie de communication. Moi, je vais vous expliquer vous donner des trucs et astuces parce que l'idée, c'est de pouvoir jeter des graines dans vos têtes pour que vous puissiez après réfléchir à une stratégie de com pour votre boîte, qu'elle soit lancée ou pas. C'est-à-dire que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est au tout démarrage ou avant de démarrer, on met en place les choses. Mais si on est déjà lancé, il n'est jamais trop tard pour travailler ou retravailler sa stratégie de communication. Vous pouvez poser des questions dans le chat. J'y répondrai à la fin plutôt. Mais Julie va les centraliser. Et donc, voilà, en fonction du temps qu'on a à la fin, je pourrai répondre à vos éventuelles questions. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc normalement, vous le voyez, si tout va bien. Donc, je remercie d'abord Julie pour l'invitation et Force Femmes avec qui j'ai l'habitude d'intervenir pour les femmes entrepreneurs. Donc, c'est toujours un plaisir. J'ai pu le faire en physique, en digital ou autre et c'est toujours très agréable et pour moi, c'est un bonheur de pouvoir partager des conseils à des entrepreneurs de manière générale, mais je vous avoue, encore plus à des femmes entrepreneurs, puisqu'on fait partie de la même team, si je peux me permettre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la stratégie de communication, je vais me présenter un petit peu, puisque je suis moi-même femme entrepreneur, donc c'est toujours sympa de partager un peu son expérience, puis que vous puissiez comprendre un peu qui je suis et l'historique et pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui. Quelle est ma légitimité à vous raconter des conseils sur votre stratégie de communication. Alors, c'est moi, ici. Je m'appelle donc Juliette Eskenazi et je ne suis pas née entrepreneur. Je le suis devenue. Et alors, je vous dis l'origine du poussin parce qu'en réalité, j'y reviendrai sur ce qu'on fait, mais vous voyez, quand j'étais petite, j'étais toute blonde. Et donc, mon surnom, c'était Poussinette. Alors, Poussinette en nom de boîte, c'était pas la folie. Et donc, j'ai réfléchi le jour où j'ai dû monter ma boîte pour les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, avec cette idée d'aider à faire éclore les projets. Je me suis dit tout naturellement, si je peux faire un clin d'œil à ma propre vie, c'est aussi sympa. Ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas toujours faire ça pour le nom de sa boîte, mais j'ai eu la chance de pouvoir mêler les deux. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Poussin Communication aussi. Clin d'œil à ma vie perso, mais surtout dans cette idée de faire éclore les projets et d'accompagner les poussins et les poussines. Alors, dans ma vie, j'ai été au chômage, comme pas mal d'entre nous, je pense. Avant d'être au chômage, j'ai fait des études de communication et de sciences politiques. Et j'ai fait, avant de monter ma boîte, j'ai travaillé dans la communication politique et institutionnelle. Donc, j'ai fait pas mal de campagnes électorales, ce qui est passionnant. On aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve ça passionnant. Mais en réalité, je travaillais pour une agence plutôt petite, à taille humaine. Et les campagnes électorales, c'est passionnant, mais il n'y en a pas tout le temps, d'abord. Et puis, c'est très intense et surtout, on ne gagne pas tout le temps. Donc, moi, j'avais envie, depuis le départ, de faire bouger les choses,
un peu de changer le monde. C'est le cas de pas mal d'entrepreneurs, en tout cas à mon échelle, de mettre un grain de sable sur le fonctionnement du monde et de changer les choses. Et puis en com politique, j'avais l'ambition de changer les choses, mais je me suis rendu compte que c'était assez compliqué, des process assez longs, et qu'effectivement, il faut non seulement faire la com politique, mais il faut gagner pour pouvoir changer les choses. Donc, un peu compliqué. Donc, finalement, en fait, au bout de quelques années, j'ai décidé d'arrêter et de réfléchir, et c'est là que je me suis retrouvée au chômage. Le chômage, c'est toujours une période un peu complexe, à la fois très riche, qui nous permet de nous poser, de prendre le temps pour soi et de réfléchir à un projet, et en même temps un peu angoissant parce que le vide est face à nous. Mais c'est une étape nécessaire, j'ai envie de dire, quand on entreprend, puisqu'on a la chance d'être dans un pays qui nous donne des sous pendant une certaine période, quand on a cumulé des années de travail. Et en fait, c'est aussi cette période qui m'a permis de construire mon projet sereinement et de ne pas avoir la pression financière tout de suite, tout de suite. Et donc, pendant cette période de chômage, je ne savais pas encore que j'allais créer Poussin. J'avais plein d'idées en tête. Je me suis dit, ce que je vous disais, c'est que ceux qui changent le monde, finalement, sont les entrepreneurs. Alors, on change le monde, tout est relatif, mais en tout cas, on a envie de changer à l'échelle, de faire bouger les choses, en tout cas, à l'échelle de son quartier, de sa ville, de sa région, de son pays ou même du monde. Et j'ai eu envie d'accompagner ce public-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais pas mal d'entrepreneurs autour de moi qui avaient une énergie incroyable, que vous avez sûrement et que vous côtoyez sûrement auprès d'autres entrepreneurs. Des bonnes idées, une énergie incroyable, mais alors pour comprendre ce qu'ils faisaient ou pour se faire connaître, c'était très compliqué. C'est-à-dire déjà, dès l'explication du projet, c'était assez confus, mais aussi dans la manière de se faire connaître, c'était compliqué pour eux parce qu'en fait, il y avait à l'époque, c'était il y a 8 ans, très peu d'agences de com à destination des entrepreneurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, en fait, ils se débrouillaient eux-mêmes ou bien ils avaient affaire à des freelances. Mais parfois, quand on a plusieurs freelances, c'est difficile de coordonner. Donc, je me suis dit, je vais créer une agence à destination de ce public-là pour les aider à se faire comprendre et à se faire connaître. Et donc, de là est née, en septembre 2013, l'agence Poussin Communication. J'ai démarré dans ma chambre, dans mon appart parisien à l'époque. Et puis, avec rien, hein, comme quand on démarre son entreprise, avec mon petit chômage et plein de bonnes idées dans la tête. Et puis, voilà, j'ai mis cette citation que je trouvais rigolote, je ne sais plus où je l'ai trouvée. Si vous ne voulez pas communiquer sur votre entreprise, misez tout sur votre physique. Mais pas du tout. Puisque l'idée, c'est pas de se faire beau pour réussir à se faire connaître, mais c'est bien d'avoir une stratégie de communication et des actions de communication impactantes. Voilà, donc c'était cette idée de créer Poussin. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Poussin ? Rapidement, on est 7 maintenant dans la boîte, on n'est que des femmes. C'est pas voulu, hein, mais en fait, les femmes sont les meilleures. Non, je plaisante. Mais en tout cas, on a reçu plein de CV et c'est vrai que dans l'univers de la communication, c'est assez féminin. Et donc, voilà, on s'est retrouvés à 7. Donc, pour l'histoire, j'ai commencé avec un copain la boîte parce que j'étais en panique au moment de me lancer. Non, je ne vais jamais y arriver toute seule. J'ai envie de faire ça, mais je ne vais pas y arriver. Donc, je suis allée chercher un copain qui était au chômage lui aussi. Je lui ai dit, écoute, en attendant que tu trouves un boulot, faisons ça ensemble. Donc, on a fait les 3 premiers mois ensemble, puis il a eu la chance de retrouver un travail. Et donc, ensuite, j'étais seule, puis j'ai pris un stagiaire, puis des freelances, puis un premier salarié. Et puis, au bout de quelques années, au bout de 2-3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir solliciter ma meilleure amie pour qu'elle rejoigne l'aventure, qui, elle, était dans l'univers de la production audiovisuelle, mais elle cherchait un peu une nouvelle aventure professionnelle. Et voilà, je l'ai invitée à rejoindre l'aventure. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est associés avec du coup les autres filles de l'équipe qui sont salariées. Et ça, c'est merveilleux. Quand on a la chance de pouvoir trouver un associé, c'est vraiment pas évident. Et je vous le dis, mon mari a une boîte lui-même, il n'a pas d'associé et c'est pas la même vie. Donc, je vous souhaite de trouver un jour des partenaires associés ou non, mais qui vous aident à porter votre projet. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte ? On fait de la com, donc du conseil, de l'élaboration de stratégies de communication. On trouve des noms de marques pour ceux qui se lancent. Au tout départ, on les aide à trouver un nom, on fait leur logo, leur charte graphique, on élabore leur stratégie de communication. Et après, en fonction des besoins et du budget,
eh bien, on les accompagne pour la mise en place de cette stratégie. C'est-à-dire qu'on crée leur support, on fait des vidéos, on anime les réseaux sociaux, voilà, on fait en fait toute la communication. Et donc, au travail, on a 50% de nos clients, on va dire, qui sont vraiment des créateurs d'entreprises ou des entreprises qui sont fraîchement lancées. Et puis, l'autre volet, ben, c'est comme on existe depuis 8 ans, ben, nos petits poussins d'il y a 8 ans sont devenus grands. Et donc, on continue d'en accompagner certains. Et puis, on travaille aussi avec des plus grosses boîtes, ce qui nous permet en fait la balance de proposer des tarifs assez adaptés aux créateurs d'entreprises et de compenser avec des plus gros clients à qui on fait des tarifs à peu près normaux. Voilà. Et puis, les gens viennent nous voir pourquoi? Parce qu'on est une petite équipe sympa, dynamique et qu'un projet d'entrepreneur, ben, quand on signe, on est à fond dedans. Et s'il réussit, eh ben, nous aussi, on réussit et c'est une réussite collective. C'est un peu l'état d'esprit chez Poussin. Et puis, bah, justement, moi, j'ai plaisir à côté. J'essaie de prendre le temps. Alors, quand on entreprend, vous le savez sûrement, on a 12 casquettes. On est entrepreneur, manager, recruteur, comptable, femme de ménage. Et on a toutes les casquettes. On fait les courses, on fait tout ce qu'il faut pour que notre boîte, elle tourne bien, du commercial aussi. Mais c'était important pour moi de trouver du temps pour partager des conseils, en fait. Et donc, on fait pas mal de formations, on anime des webinaires, et c'est pour ça que je remercie vraiment Force Femmes de me laisser ce temps aujourd'hui avec vous, parce que c'est essentiel, en fait, de ne pas toujours tout faire payer. Et donc, évidemment, on a des choses, on a des salaires à payer, des charges, donc on vend des prestations, mais à côté, c'est important pour moi de prendre le temps, pour moi et pour Ariane, ma collaboratrice aussi dans l'équipe, de prendre le temps de transmettre, en fait, des données, des trucs et astuces pour que vous puissiez à minima déjà avoir les bases de connaissances pour communiquer efficacement. Voilà, alors pour créer sa stratégie de communication, je vais d'abord commencer par quelque chose d'essentiel, c'est que la communication n'est pas du commercial. C'est vraiment important, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des actions de communication, le but n'est pas de vendre tout de suite, mais de se faire connaître. Et ça, c'est une vraie différence. Il ne faut pas avoir l'obsession de la vente quand on communique, parce que si on a un message trop commercial à vouloir vendre en permanence, les gens n'adhèrent pas forcément. La communication, c'est faire savoir que vous existez pour que le jour où on a besoin de vos services ou de vos produits, on puisse avoir le réflexe de vous contacter. C'est vraiment ça le cœur et l'enjeu de la communication. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais du wedding planner, donc je fais du conseil et de l'accompagnement pour les mariages, ben, tout le monde ne se marie pas tout le temps. Mais en fait, l'idée, si moi, un jour, je vois passer vos infos, vos actus, que je trouve votre marque sympa, je vais le garder dans un coin de mon cerveau, ça va rester en veille. Et le jour où je me marie ou une copine se marie, ben, je vais avoir le réflexe de penser à vous. Donc, c'est vraiment ça, la communication. Évidemment, la finalité, c'est de vendre, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, la communication directe et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui a vocation à créer une marque, à communiquer, à se faire connaître et en fait, à donner envie plus de rejoindre une aventure collective. C'est-à-dire que si on vous suit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en permanence pour acheter vos services ou vos produits. Non, c'est parce que vous êtes sympa, parce que vous me faites rire, parce que vous m'apprenez des choses. Mais c'est pas, je ne vous suis pas sur les réseaux sociaux pour voir votre catalogue produit ou votre catalogue service en permanence. Donc voilà, ça c'est vraiment un point que j'aime rappeler parce qu'il est essentiel et il donne une tournure spécifique à vos actions et surtout à vos messages. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est avant tout de créer une marque forte. Alors, ça veut dire quoi, créer une marque forte? En fait, c'est que vous avez créé une boîte ou vous allez créer une boîte. C'est quoi une entreprise? Il y a un cabis, il y a des éléments financiers, des éléments administratifs, etc. Eh bien, c'est aussi, vous allez donner vie à ce qu'on appelle en fait une personne morale. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas d'où vient l'origine de cet intitulé personne morale, mais ce que je trouve intéressant en fait depuis toujours, c'est la notion de personne. En fait, quand on crée une boîte, on crée une personne. Elle est morale, mais on crée une personne. Donc, c'est pas non plus
un accouchement, hein, parce que pour celles qui ont des enfants, on sait que la douleur n'est pas la même. Mais en tout cas, on crée quelqu'un, il faut lui donner vie, en fait, à cette entreprise. Au-delà de la paperasse, au-delà du cabis, du statut et de tous les enjeux pas très marrants du volet administratif, il faut vraiment lui donner vie. Et lui donner vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut la nommer, cette personne morale, il faut lui donner un style, il faut lui donner un caractère. Et voilà, il faut essayer de se projeter en se disant, bah, tiens, si elle était à côté de moi, là, ma boîte, elle ressemblerait à quoi? Est-ce qu'elle serait rigolote? Est-ce qu'elle serait jolie? Est-ce qu'elle serait timide? Est-ce qu'elle serait experte, très pointue? Est-ce qu'elle serait colorée? Voilà, il faut essayer vraiment de penser son entreprise donc comme une marque, et une marque, elle a un nom, un logo, une charte, un slogan, une ligne éditoriale, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'elle me raconte, en quoi elle est intéressante, ma boîte, quelles sont les choses qu'elle a à me raconter, voilà, au-delà de ce qu'elle a à vendre. Et ça, il faut vraiment l'imaginer comme ça. Et c'est essentiel. On va y revenir un peu après concrètement avec des exemples pour que vous puissiez vous projeter. Mais c'est vraiment essentiel. Et pour pouvoir travailler sur cette identité, justement, il faut évidemment, alors ça c'est le cœur de tout, c'est connaître votre cible, votre ou vos cibles. Alors, les cibles peuvent évoluer hein, au fur et à mesure de l'entreprise. Moi, quand j'ai créé Poussin, c'était à fond, créateur d'entreprise, etc., porteur de projet. Aujourd'hui, les choses ont évolué, donc on adapte aussi un peu son message en fonction des cibles. Mais il faut absolument savoir à qui vous vous adressez. Parce que plus on va personnaliser un message, plus vous allez capter votre cible. Donc, connaître sa cible, c'est savoir à peu près sa tranche d'âge, à peu près le sexe, à peu près la localisation. Alors, la localisation, ça peut être parce que c'est des gens plutôt dans les grandes villes, en France, ou plutôt sur une ville dédiée, etc. La catégorie sociale, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des gens, un milieu plutôt populaire, milieu aisé, ou des cadres, ou autres. Et puis, un peu les habitudes de consommation, c'est-à-dire cette cible-là, est-ce qu'elle achète déjà vos produits ou vos services ailleurs et donc il faut avoir un discours de dire chez moi c'est autrement, chez moi c'est meilleur, ou est-ce qu'elle n'achète pas vos produits ou vos services parce que c'est innovant ou parce que vous allez créer une nouvelle habitude d'achat? Et dans ce cas-là, j'ai aussi un discours un peu différent en fonction de ça. Donc, je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner et qui est complètement démesuré, mais c'est pour vous projeter un petit peu. Si, par exemple, moi, je me balade, je veux aller chez le coiffeur. Je me balade dans la rue, il y a des coiffeurs, il y en a plein. Hein, donc, de la concurrence, c'est ça, il y en a. Donc, je me balade dans la rue, puis mon coiffeur habituel est fermé. Je suis toujours déçue des coiffeurs, donc du coup, ce qui est vrai. Et du coup... je me balade dans la rue, puis j'en vois un premier qui est très épuré, il n'y a presque rien écrit sur la vitrine, à l'intérieur il y a des lustres quasi en diamant, tout est blanc, clinquant, etc. Alors je passe devant, j'ose même pas rentrer en fait, tellement ça a l'air cher, parce que ça va renvoyer l'image de quelque chose de cher, de luxueux, d'un peu VIP, etc. Et je me sens pas moi proche de cet univers-là, et surtout j'ai peur que ça me pique le portefeuille. Donc, je continue ma route et puis là, je tombe sur Type Coiffure. Votre coupe, aujourd'hui, grosse promo, 3,50 € la coupe. Là, je dis, ah bah non, pas du tout, ils vont me massacrer parce que j'ai aussi cette vision de me dire, je veux bien avoir des prix accessibles, mais en fait, trop peu cher va me renvoyer cette image de mauvaise qualité. Donc non, je passe ma route. Et puis, je continue ma route et là, je trouve un coiffeur avec un peu des meubles chinés, sympa, une ambiance cosy, je vois que ça boit du café, ça te chasse dedans et tout. Ça commence à m'intéresser, c'est sympa, mais j'entre pas encore parce qu'on ne m'a pas non plus attrapé avec un message bien captivant, mais je suis familiarisée, ça me parle. Je continue ma route et là, tout d'un coup, j'ai un coiffeur où l'ambiance a l'air plutôt sympa aussi, mais où il est écrit sur la vitrine coiffeur spécialisé pour les femmes blondes d'1,65 m. Et là, je me dis, mais c'est exactement mon coiffeur. Enfin, c'est-à-dire que je sais qu'ils vont bien faire, je sais qu'ils sont experts de moi. Et en fait, alors évidemment, c'est exagéré hein, comme exemple, mais c'est pour vous dire que
ce coiffeur-là, qui n'existe pas, il va en fait capter à fond cette cible-là, c'est-à-dire que toutes les nanas qui sont à peu près blondes de cette taille-là vont rentrer, mais c'est sûr qu'il ne va pas capter les autres, quoi. Il ne va pas capter les brunes, les rousses, etc. Mais peut-être que plus tard, il développera une stratégie plus large, mais qu'en tout cas, pour capter à fond un cœur de cible, vous devez ultra personnaliser le message et lui parler sur ce qu'elle a envie d'entendre et sur, en fait, lui faire comprendre à cette cible que vous la comprenez et que vous êtes spécialisé pour cette cible-là. À vous d'adapter ce conseil-là par rapport à votre activité, que vous proposiez des produits ou des services. Mais tout ça pour vous dire à quel point, en fait, il est important de définir ce qu'on appelle un cœur de cible, qui ne ferme pas le reste, parce que ça ne va pas vous fermer les portes. Par exemple, moi, quand j'ai lancé Poussin, j'étais, du coup, mon discours à fond, c'était créateur d'entreprise, nous sommes l'agence spécialisée pour lancer votre projet, etc. Mon premier client, c'était une femme qui s'est lancée dans une campagne municipale à l'époque. Rien à voir. Mais en fait, vos premiers clients, ce sera votre réseau, de toute façon. Ce sera le voisin de la voisine, ce sera le cousin machin, ce sera ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au départ. Et ils ne seront pas forcément dans votre cible. Mais il faut aller les chercher parce que ce sera vos premiers clients, vous pourrez les tester, ils pourront vous donner des avis, etc. Mais votre message, il faut qu'il soit vraiment focus autour de votre cœur de cible que vous cherchez à atteindre, qu'elle soit professionnelle. Là, je parle pour du B2B ou du B2C, c'est-à-dire qu'on cible les professionnels ou les particuliers, ça fonctionne pareil. Il faut aussi, pour connaître bien son identité et se positionner en fait et avoir une image de marque, connaître ses concurrents. Alors là, je ne parle pas d'une étude de marché qu'il faut faire de manière incontournable pour poser vos prix, etc. Là, je parle vraiment d'une analyse de la communication des concurrents. Donc, allez voir vos concurrents, directs ou indirects, regardez comment ils s'appellent, regardez leur logo, leur charte graphique, regardez leur communication sur les réseaux sociaux, regardez les messages, le ton qu'ils emploient, inscrivez-vous à leur newsletter, allez faire de la veille justement pour regarder comment les uns et les autres se positionnent pour pouvoir vous positionner différemment. Parce que des concurrents, vous en avez forcément. Je sais que certains ou certaines peuvent me dire que non, ils n'ont pas de concurrents, mais en fait, on en a toujours. Direct ou indirect. Et donc, allez voir comment ils communiquent pour à la fois vous inspirer, bon, ce n'est pas du plagiat si on va s'inspirer des choses qui sont bien faites, mais aussi et surtout pour vous démarquer et avoir une communication différente. Ça va vous permettre de définir ce qu'on appelle en communication le positionnement. Et le positionnement, en fait, c'est la position qu'on va occuper justement dans l'esprit des consommateurs, que votre marque va occuper dans l'esprit des consommateurs vis-à-vis des concurrents. C'est cette image, je parlais des coiffeurs tout à l'heure, qui va, vous êtes dans telle catégorie d'activité, vous avez telle gamme de prix, et en gros, on vient chez vous pour telle ou telle valeur. Alors, je vais vous donner des exemples concrets de positionnement pour que vous puissiez bien vous projeter, mais ça, c'est vraiment essentiel, d'acter sur un positionnement et d'y aller à fond. Alors, je vais vous montrer un exemple concret. Donc, j'ai pris un exemple pour les gourmandes, puisque j'ai pris 2 marques qui normalement parlent à tout le monde, qui sont d'un côté Bonne Maman et de l'autre Michel et Augustin. Ce sont 2 acteurs qui font à peu près la même chose, qui sont à peu près sur les mêmes canaux de distribution. Donc, ils font des desserts, des gâteaux, etc. Alors, Michel et Augustin, ils font un peu de produits d'apéro, mais sinon, quand même, ils font beaucoup dans le sucré et les desserts. Ils sont distribués en grande surface et ils sont à peu près sur les mêmes gammes de prix. Donc, on est sur des gens qui font la même chose. Alors, on aime l'un, on aime l'autre au niveau du goût, mais c'est quand même assez proche. Mais ils ont des univers de marque complètement différents. On a d'un côté Bonne Maman, qui, en fait, avec un slogan, un doux parfum d'antan, qui est dans un positionnement ultra authentique. Donc, en fait, quand on achète un produit Bonne Maman, en gros, ils nous vendent une aventure où c'est comme si ça sortait du four, quoi. En fait, on sait très bien que même si c'est des bons produits, c'est fait dans des usines, mais c'est l'univers de marque et le positionnement qu'on ressent dès le nom, puisque le nom, c'est Bonne Maman. Donc, tout de suite, déjà, Bonne Maman, ça renvoie une image authentique de la grand-mère d'antan, etc.
À ça vient renforcer du coup un slogan qui vient appuyer ce positionnement, un doux parfum d'antan. Donc le slogan, on ne sait pas qu'ils font des gâteaux ou autre, mais ça renforce ce positionnement. Et puis l'univers visuel du logo vient là encore renforcer ce positionnement avec une police du logo qui est manuscrite, donc comme si quelqu'un l'avait écrite à la main, ce petit couvercle avec le motif Vichy qui rappelle les pique-niques des années que nous n'avons pas vécues, mais qui voilà. Et du coup, rien que dès le nom et le logo, bam, ça nous pose un univers de marque. Là où en face, on a une marque qui va du coup à travers un nom qui s'appelle Michel et Augustin. Donc tout de suite, on est dans le nom des fondateurs. Donc, quelque chose de très personnalisé, très humain. Là où chez Bonne Maman, on ne sait pas qui est le fondateur, on ne sait pas qui sont les équipes ou autres. Là, chez Michel et Augustin, la marque, ça s'appelle du nom des fondateurs. On a, pour renforcer cette idée d'humain, le logo qui sont les mascottes des fondateurs et avec des petites mascottes un peu rigolotes, colorées, etc. Et donc, on est vraiment tout de suite, dès le nom et le logo, là encore, dans un positionnement très humain. Et ça se décline dans toute la communication. Donc, chez Bonne Maman, par exemple, on retrouve sur leur site internet une jolie histoire de gourmandise. Il était une fois, Bonne Maman est née en 71 à Bière-sur-Serre, un petit village au cœur de l'Aude, dans une belle région fruitière, etc. Donc là, du storytelling et on va nous raconter la marque, en fait, comme une histoire qu'une grand-mère nous raconterait. Et puis, on va avoir dans la communication de manière globale sur les publicités des produits bruts avec le packaging vraiment isolé et en petit et le nom de marque isolé, comme si voilà, ça a été fait maison, fait main, ça sortait du four, c'est la confiture de la grand-mère. Donc, et des photos, par exemple, là, c'est sur leur compte Instagram, voilà, on n'est pas sur des photos focus sur le packaging, non, on est sur les petites tartelettes qui sont dans l'assiette comme si elles sortaient du four, etc. Et donc, on va avoir toute cette communication très authentique, très fait maison, etc., qui va nous créer une émotion et nous donner envie de rejoindre l'aventure de cette marque, de suivre cette marque sur les réseaux sociaux ou d'acheter parce que ça me ressemble, parce que ça me parle, parce que ça me remémore des souvenirs et donc ça me crée cette émotion-là. Là où en face, chez Michel et Augustin, qui vendent donc la même chose, on n'a rien à voir, un univers de marque complètement différent. Et quand on cherche un peu sur leur site internet la manière dont ils se présentent, plonger dans notre chouette aventure. Donc déjà, c'est une invitation à rejoindre, non pas des gâteaux authentiques et une histoire, voilà, mais à rejoindre une aventure humaine et collective. Et la première chose quand ils présentent la marque, c'est de raconter que les fondateurs se sont rencontrés avec leurs photos de classe au collège. Donc, rien à voir au niveau de l'approche et du storytelling. Là, encore une fois, on est sur une marque qui propose la même chose. Et donc, on a sur les bancs de l'école en 4e 5, près du radiateur, celui du fond de la classe. Et donc, en fait, on a comme si c'était Michel et Augustin qui nous racontaient vraiment leur vie et leur histoire entrepreneuriale et l'histoire de cette marque-là. Et tout ce positionnement, en fait, un peu funky, très humain, on le retrouve aussi sur le packaging et les photos du packaging. Par exemple, ils ont l'incroyable cookie, l'incroyable mousse. Ils ont donné des noms à leurs produits qui sont du funky et du langage parlé, comme si, en fait, Michel Augustin nous parlait directement à travers leurs produits. Et puis des packaging funky, etc. Là où, en fait, chez Bonne Maman, on allait voir directement la mousse au chocolat et le produit. Là, non, on voit le packaging rose et flashy et funky. Et puis, pareil, dans leur communication, là, c'est la vache à boire avec des communications rigolotes, décalées. Encore une fois, voilà, par exemple, la vache à boire, il paraît qu'Usain Bolt en boit une tous les jours. Donc, voilà, on rigole. Et en fait, c'est comme si un copain nous parlait. Donc, eux, leur positionnement, c'est on est potes et on vous raconte, nos produits de cette manière-là. La boisson favorite de la reine Elisabeth II. Bon, en plus, c'est pas vrai. Mais on le sait. Mais en fait, c'est rigolo. Ça crée en nous, non pas ce sentiment un peu nostalgique que va créer Bonne Maman, mais ça va créer en nous plutôt un sentiment rigolo, décalé, d'envie de rejoindre cette aventure. Et puis, dans leur communication, on voit leurs équipes qui s'amusent, qui sont au ski, on voit les coulisses de la marque, etc., ce qui n'est pas du tout le cas chez Bonne Maman. Donc, voyez un peu comment deux marques peuvent avoir les mêmes produits, mais une communication très différente. Et je voulais vous donner aussi un autre exemple, rien à voir, on est sur les sites de rencontres.
puisque c'est plutôt sur du service, puisque c'est différent quand on vend du produit ou du service, avec Mythique d'un côté et Adopt de l'autre. Alors, Adopt, c'est Adopte un mec qui se sont renouvelés. Enfin, il y a peu de temps, vous avez dû voir leur campagne de pub peut-être dans les espaces publics. Donc, c'est 2 sites de rencontres. L'un qui va être là aussi très authentique, avec cette idée de trouver l'amour. Alors, trouver l'amour auprès d'une personne qui vous correspond. Ça vend du rêve. Mais en tout cas, on est dans quelque chose où on va trouver l'amour. Et du coup, le nom déjà de la marque, Mythique, c'est voilà, la rencontre, mythe, etc. Le logo, qui est un cœur avec les 2 E, rappelle cette idée d'amour, de romantisme. Et le slogan qui vient renforce encore cette idée-là d'amour, de bienveillance, de quelque chose, d'un site de rencontre très sain où on va pas simplement avoir un coup d'un soir, en gros, mais rencontrer quelqu'un. Là où en face, Adopt, le nom déjà, Adopte un mec à l'époque et Adopt aujourd'hui est quand même un peu trash. Donc, on est sur une marque un peu plus trash. C'est la même chose. Hein. Au final, c'est un site de rencontre. Je peux rencontrer autant un plan d'une nuit que mon mari. Sur les deux, en réalité. Mais on va m'attirer de différentes manières. Côté Adopt, on est du coup un peu plus sur Adopt, qui est voilà, un peu plus trash, on va dire, et avec plutôt cette idée de dire ça va être un peu une aventure plus sexuelle, ou en tout cas un coup dont on va se rappeler. Et ça se traduit, là encore une fois, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Donc sur Mythique, on parle de nos vraies histoires. Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique avec des photos de couple et des récits de vraies histoires, de vrais témoignages. Ou quand on regarde leurs photos, qui sont là pour le coup des photos de banque d'images sur leur site internet, ils sont allés chercher des photos de douceur, d'amour, de regard. À aucun moment, il y a un côté un peu sexe ou autre qui ressent. Non, c'est l'amour, la douceur, la bienveillance. Et sur leurs réseaux sociaux, ils vont partager des vraies histoires de vrais couples qui sont des gens comme vous et moi, où on peut se projeter et où, en fait, on a envie de vivre l'amour comme eux. Et, et donc, voilà. Donc, ils ont cette communication sur cet angle-là. Là où Adopt, de l'autre côté, quand on va sur le site internet, tout de suite, on est dans quelque chose de très sombre, c'est très rouge et noir et très sensuel, voire sexuel. Et ça se ressent, voilà, ça, c'est les photos qu'on peut retrouver sur leur Instagram. Et j'ai pris les plus soft. Hein. Et donc, on est sur quelque chose de très sensuel, sexuel. Et en gros, voilà, si je vais sur Adopt, je sais que ce n'est pas pour les mêmes raisons que sur Mythique. Alors qu'en réalité, la finalité peut être la même. Et sur leur communication, par exemple, on n'est pas du tout comme Mythique sur des photos de gens souriants, regard malicieux, regard amoureux, etc. Non, on est sur des aplats de couleurs, c'est très sombre, c'est presque artistique, mais un peu le côté dark artistique, avec des titres d'articles, là, par exemple, les amoureux infidèles, les réseaux sociaux et le post-rupture, top 5 des sextos les plus efficaces. Donc voilà, donc on va avoir, là encore une fois, pour 2 services qui proposent la même chose, on va avoir des univers vraiment différents. Donc, je vous explique ça et j'ai pris du temps pour vous montrer ces exemples-là parce que c'est vraiment important que vous ayez conscience que vous pouvez créer un vrai univers de marque, même si vous avez plein de concurrents. Le tout est de créer votre propre identité, créer votre propre histoire et d'aller à fond dans cette ligne-là, à travers les mots, les histoires, les communications sur les réseaux sociaux, etc. Toujours dans cette idée de construire son identité, il faut que vous ayez un message, donc le fameux pitch, qui soit vraiment, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui soit vraiment clair, court et qui suscite l'adhésion. En gros, quand vous racontez votre boîte, il faut qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que vous faites. C'est très important d'avoir un pitch qui à la fois reflète le positionnement, donc avec cette tonalité dont je vous parlais, mais aussi qui soit, on comprend tout de suite ce que vous faites. Ça ne sert à rien de trop en dire, puisque le but d'une présentation, c'est d'appâter pour après, derrière, aller inciter à en savoir plus. Donc, un message synthétique. Donc, vous avez votre identité, ça fait partie de la stratégie de communication. Et derrière, il faut mettre en place des actions. Donc, à quoi ça sert de penser une stratégie de communication ? Alors, une stratégie de communication, ça peut se représenter sous forme d'un document qui dit voilà ce que je vais faire, d'un calendrier qui dit voilà ce que je vais faire quand je vais le faire, etc. Mais à quoi ça sert de faire ça ?
il faut faire une stratégie à peu près sur 1 an. Parce que quand on lance sa boîte ou qu'on a une jeune boîte, il faut tirer les leçons au bout d'1 an. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, etc. Donc, projetez-vous sur une année et ça vous permet d'anticiper, de savoir quelles actions vous allez faire à quel moment. Ça vous permet aussi de construire un fil rouge, c'est-à-dire d'avoir, au lieu d'avoir des idées, ah ouais, non, mais j'ai pensé à ça pour ma com, on peut faire ça, vas-y, demain je fais ça. Et en fait, cette action n'a rien à voir avec ce que vous avez fait le mois dernier. Non, l'idée de penser une stratégie, c'est d'avoir ce fil rouge. Ça vous permet aussi de gérer votre budget, de dire, voilà, je vais dépenser tant à telle période de l'année par rapport à telle action, et d'avoir aussi une vision globale de votre communication. Donc, dans votre stratégie, il y a quoi? Il faut lister vos besoins et ça peut être des supports print. Alors là, vu le contexte, on peut se dire que les supports print, ça n'a plus grand sens, mais en réalité, si. Parce qu'en fait, quand vous rencontrez des gens, c'est important de laisser une trace matérielle auprès des gens. Alors, ça commence par la carte de visite, qui, en fait, doit être un peu originale, en tout cas correspondre à votre positionnement. Donc, on va, par exemple, là, je vous ai mis des exemples. Il y en a qui font du chocolat, c'est un peu croqué. Ceux qui font de la charcute, c'est du saucisson. L'infirmière, c'est un petit pansement. Et en fait, si déjà, quand vous distribuez votre carte de visite, ça, il vous la faut absolument. Si vous distribuez votre carte de visite et que la personne, en prenant la carte, s'arrête dessus et en disant « Ah, mais elle est sympa ta carte », déjà, vous avez gagné des points dans la mémorisation et l'adhésion de votre interlocuteur. Alors que si vous distribuez une carte de visite d'un template Vistaprint que vous n'avez pas modifié et que en fait, vous recevez la carte de visite de votre interlocuteur et c'est exactement la même, bah là, niveau mémorisation, 0. À la limite, ça peut créer un moment marrant de malaise, mais ce n'est pas terrible en termes de com. Donc, c'est un petit investissement de faire une carte de visite originale, mais ça vaut le coup. Il y avait un site, mais ça fait longtemps que j'y suis plus allée, qui s'appelait Moo, M-O-O, qui faisait des super cartes, etc., justement, avec des designs un peu sympas. Je vous invite à aller voir. Mais en tout cas, voilà, il faut, dès le support de la carte de visite, avoir quelque chose qui marque un peu les esprits, selon votre domaine d'activité, votre cible, etc. À chaque fois, l'idée n'est pas de faire un truc super funky tout le temps, mais en tout cas, d'avoir quelque chose de sympa. Dans vos supports aussi, vous pouvez avoir besoin d'un flyer ou d'une plaquette. Un flyer, c'est plutôt un petit format, type carte postale ou A5, plutôt à destination des particuliers. Et une plaquette, on est plus sur un format un peu plus costaud, genre des pages A4, etc., avec présentation plutôt à destination des professionnels. Et tout ça permet d'avoir une synthèse de votre activité. Donc, vous présentez la boîte, votre message, et c'est vraiment synthétique. L'idée, ce n'est pas un catalogue, c'est plutôt quand vous êtes en rendez-vous ou vous présentez votre boîte, et plutôt que la personne prenne des notes ou autre, ou ait à se rappeler, hop, elle vous écoute, elle vous regarde et vous lui laissez un support synthétique de ce que vous faites. Donc, il faut avoir un message clair, pas trop de texte, là, il y en a un peu trop, viser la cible, capter bien le lecteur. Voilà, essayez d'être synthétique. Typiquement, là, ces exemples-là de flyers, c'est les choses à ne pas faire, que j'ai trouvé sur Internet. Celui à gauche, on a l'impression qu'on va se brûler en prenant ça. Et puis surtout, il n'y a aucune hiérarchie du message. C'est-à-dire que je lis, ça va dans tous les sens. De l'autre côté, c'est pareil, c'est vraiment trop chargé en termes de contenu. Vous pouvez aussi avoir d'autres supports, par exemple un magazine, un catalogue, des fiches pratiques, des fiches d'entretien. À vous d'imaginer les supports qui peuvent être sympas. Mais en tout cas, pensez-y dans votre stratégie de communication. Donc, on a le volet print et puis de l'autre côté, on a les actions web qui sont évidemment incontournables. Alors, parmi ça, on a le site web, évidemment, qui est la vitrine de votre marque. Donc, soit vous le faites vous-même sur des outils comme Wix, par exemple, W-I-X, qui permettent de faire un site facilement. Mais quand même, globalement, c'est pareil. On peut avoir un petit site un peu brouillon au démarrage pour se lancer, mais c'est important de le faire par des pros. À un moment, c'est la vitrine de votre marque. Tout le monde va pouvoir y avoir accès. Il faut qu'il soit optimisé, facile, etc. et beau. Et donc, à un moment, il va falloir investir un petit peu pour faire son site Internet. Il faut que ce soit clair et synthétique, que ce soit bien illustré, responsive, que ça s'adapte du coup à différentes tailles d'écran.
Et puis voilà, le but, c'est quand même d'inciter à fond au contact ou à l'achat. Et je vous recommande vivement d'afficher les avis sur le site parce qu'aujourd'hui, plus personne n'achète quoi que ce soit sans avoir des avis qui confortent que c'est le bon choix. Donc, n'hésitez pas à récolter des avis via une fiche Google Business, en demandant à vos clients ou autres, et de les afficher sur votre site Internet. Sur votre site Internet, vous pouvez aussi avoir un espace blog. Dans votre stratégie, c'est à imaginer. Alors, un espace blog, c'est quoi? C'est un espace, mon site Internet, il ne va pas beaucoup bouger. Je présente mes services, je présente mes produits, la base est posée. Si on veut que le site soit mieux référencé et si on veut prendre un peu la parole pour montrer notre expertise, c'est pas mal d'avoir un blog, c'est-à-dire un espace sur le site où je vais régulièrement mettre à jour et mettre en ligne des articles. Et ces articles-là, du coup, ça peut être des articles, vous en faites un par mois ou deux par mois. Et ça peut être différentes rubriques. Je crois que je l'ai mis là en exemple. Par exemple, si vous faites de la rénovation d'intérieur, je peux avoir une rubrique conseils où je vais donner des conseils aux internautes pour la rénovation d'intérieur. Donc là, comment rendre votre intérieur plus lumineux. Je peux avoir une rubrique recommandations de produits, par exemple les carrelages les plus tendances en 2022. Et je peux avoir une catégorie portrait où je vais faire des portraits de clients, des portraits de collaborateurs, le portrait de moi-même, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir différentes rubriques. Là encore, allez voir ce que font vos concurrents ou ce que font d'autres. N'hésitez pas à aller vous inspirer. Mais pour pouvoir justement continuer de raconter continuellement toute l'année, en fait, la vie de l'entreprise et de montrer que vous êtes généreux en conseil. Vous ne faites pas tout payer, en fait. Vous êtes là aussi pour donner des conseils, quel que soit ce que vous vendez, sur votre domaine d'activité au sens large. Dans la communication aussi digitale, on a les réseaux sociaux, évidemment. Donc, à caler dans votre stratégie de com, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux. Il vaut mieux choisir les réseaux sociaux les plus stratégiques en fonction de la cible, en fonction de l'objectif, etc. Et du coup, d'être régulier sur ces réseaux sociaux plutôt que d'essayer d'être partout et d'être nulle part à la fois. Donc, les règles de base, c'est de poser un rythme et s'y tenir. Donc, ne vous mettez pas trop de pression en vous disant qu'il faut publier tous les jours. Non, posez-vous un cadre. Par exemple, je publie 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. C'est au moins 2. Hein. Grand minimum, c'est 2. 3, c'est mieux. Et vous vous y tenez, en fait. Et du coup, c'est pas pendant 2 semaines, je publie rien du tout. Et après, je publie 3 fois par jour parce que je culpabilise d'avoir rien fait pendant 15 jours. Je dis ça parce que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Et donc, voilà, partager des illustrations, des vidéos, des visuels, aller chercher des articles intéressants, partager vos articles de blog. Et l'idée, en fait, pour y arriver, parce qu'en fait, on est souvent face à une page blanche quand on est devant son ordi et qu'on ne sait pas quoi publier, c'est de vous faire un espèce d'agenda type avec, à chaque jour, correspond un type de contenu. Par exemple, je sais que le lundi, je vais mettre une citation. Le mardi, je vais mettre un article de blog. Le mercredi, je vais mettre un petit témoignage ou une référence. Le jeudi, je vais aller chercher un article d'un média sur le sujet, pas sur moi, hein, on n'a pas des articles toutes les semaines sur ce qu'on fait, mais sur mon sujet de manière générale. Et le vendredi, je vais aller chercher un petit gif ou une petite vidéo. C'est un exemple. Hein. Mais l'idée, c'est de vous dire, si vous posez un cadre comme ça, à un jour, un type de contenu, si vous vous dites, ah tiens, il faut que je publie, on est mercredi, il faut que je publie sur les réseaux sociaux, bim, vous allez voir votre petit calendrier type, et vous savez quoi publier. Parce que c'est ça le plus difficile, c'est qu'est-ce que je publie. Et donc voilà, et quand je dis citation, référence, témoignage, l'idée c'est de pouvoir vous créer des petits visuels aux couleurs de votre marque, où vous pouvez mettre du texte dedans. Et en fait, aujourd'hui, c'est les images et les vidéos qui fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux. Et donc, pour ça, je vous recommande vivement, mais je suppose qu'au moins 50% d'entre vous utilisent déjà cet outil-là. C'est l'outil Canva, qui est un outil gratuit. En tout cas, il y a une version premium, mais on peut faire plein de choses gratuitement qui vous permettent très facilement de créer vos propres visuels aux couleurs de votre marque
et d'avoir des espèces de modèles types. Ah bah tiens, ça c'est le design de mon visuel citation, ça c'est le design de mon visuel témoignage, ça c'est voilà. Et du coup, vous pouvez diffuser des visuels à répétition, où le même design va se répéter, ce qui fait que dans la tête des internautes, à force de voir les mêmes designs, ils vont imprimer visuellement votre marque avec vos couleurs, votre logo, etc. Et donc, je vous recommande vivement d'utiliser Canva, qui peut d'ailleurs vous être utile aussi pour les supports. L'idéal en termes d'univers visuel, c'est quand même de faire par un professionnel son logo et ce qu'on appelle sa charte graphique, c'est-à-dire le cadre, c'est quoi mes couleurs, c'est quoi mes polices, c'est quoi les styles de photos que j'utilise. Comme ça, j'ai cette base-là. Et derrière, si vous n'avez pas le budget pour faire des autres choses, au moins, vous avez ce cadre visuel-là qui est fait par un professionnel, qui est donc beau, esthétique et bien fait. Et après, vous pouvez vous approprier les choses et pouvoir créer vous-même des petits visuels sur Canva. Toujours dans votre stratégie de communication, alors je reste juste sur le web une minute. J'en ai pas parlé là, mais ce qui est très important aussi sur le web, c'est la publicité. Et notamment le Google Ads, c'est-à-dire de temps en temps, il faut payer un peu. Il y a plein de choses qu'on peut faire gratuitement en donnant juste du temps, mais c'est quand même pas mal de faire un peu de pub sur Google. Et dans ce cas-là, il y a des agences de pub spécialisées qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais ça vous permet de booster un peu la visibilité, surtout sur des périodes clés. Par exemple, si Noël est une période clé, vous faites un mois de pub, ou si Pâques, ou si l'été, en fait, selon votre stratégie. Toujours dans votre stratégie de com, il faut développer votre réseau. Donc, je vous le disais tout à l'heure, en fait, votre premier cercle, c'est-à-dire vos proches, votre connaissance, vos connaissances, ce sera vraiment vos premiers clients. Et donc, à partir de là, il faut le développer. Donc, ne gardez pas secret votre projet, à moins que vous ayez inventé une innovation incroyable qui n'existe nulle part. Les gens ne vont pas vous piquer votre idée. Donc, n'hésitez pas à en parler. Les gens ne vont pas vous piquer votre idée parce qu'ils ne vont pas arrêter leur vie, leur carrière professionnelle, leur vie familiale et tout mettre de côté pour vous piquer votre idée et construire leur vie à travers ça. C'est souvent la crainte qu'on a quand on se lance. Non, il faut en parler à fond, à fond, à fond. Plus il y a de gens de votre premier cercle qui sauront ce que vous faites, et ben, plus vous aurez potentiellement de premiers clients et d'ambassadeurs qui parleront de vous. N'hésitez pas sur de l'événementiel, alors en ce moment c'est un peu frileux, mais en tout cas de l'événementiel digital pour faire du networking et puis être à fond dans les réseaux, Force Femmes et s'impliquer parce qu'en réalité c'est quand même énormément les premières années le réseau et le fait de vous montrer et de porter votre boîte qui fait que vous allez pouvoir développer votre visibilité. Il faut vous organiser pour mettre en place cette stratégie. Donc, construisez ce que je vous disais tout à l'heure, le plan de com. Donc, un petit calendrier en disant, bah, tiens, je vais faire mon support à tel moment, tel salon à tel moment, préparer en fait les actions et profiter du temps libre parce qu'il est précieux pour avancer. Par exemple, vous avez une après-midi, là, il n'y a pas grand-chose à faire, pas encore trop de clients à gérer. Ben, écrivez 2 articles de blog que vous publierez plus tard, par exemple. Ou faites vos petits visuels Canva pour les semaines à venir. Profitez de ces temps libres pour ajuster. Et puis, formez-vous, mais c'est ce que vous êtes en train de faire en participant à ce webinaire. Il y a des choses merveilleuses en France. On a plein de livres, des ateliers, des webinaires, des MOOC. Et Force Femmes est là aussi pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Gagner en compétences, monter en compétences parce que vous allez devoir gérer pas mal de choses ou vous gérez déjà pas mal de choses en tant qu'entrepreneur. Et puis, entourez-vous pour mieux décoller vos proches, évidemment, mais les proches, à un moment, ce n'est pas leur boîte, donc ils ne sont pas autant passionnés que nous, donc ils sont là pour nous soutenir, nous apporter de l'amour et du soutien, mais il faut savoir aussi se faire accompagner par des professionnels quand c'est nécessaire, et je vous le disais tout à l'heure, par exemple, pour le logo, ou pour des actions de qualité, à un moment, la communication, il faut savoir investir quelques centaines, quelques milliers d'euros, avoir un budget quand même dédié pour pouvoir faire des choses propres et des choses bien. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon très rapide des choses, mais l'idée, c'était de pouvoir
de pouvoir justement vous présenter un peu les choses à penser dans ce plan de com et les grandes lignes. Évidemment, après, il y a plein d'autres webinaires et plein d'autres sujets pour approfondir chaque point, les réseaux sociaux, le blog, etc. Mais au moins, voilà, vous savez quoi mettre dans ce plan de communication et dans cette stratégie. Voilà, je vous laisse poser, ou en tout cas, Julie, me partager les éventuels… Alors, j'en ai Allez, qui ont été posés au fur et à mesure. Je te les donne. Est-ce que vous accompagnez les créatrices dans tous les domaines d'activité? oui, tout à fait. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, on a des entrepreneurs dans des domaines d'activité qui sont très variés, du B2B, du B2C, du service, du commerce. Donc oui, tout à fait. OK. Sur les réseaux sociaux, vous conseillez d'avoir 2 types de communication où on peut relayer exactement les mêmes posts au même moment? Globalement, le mieux et l'idéal dans un monde parfait, c'est d'avoir une communication un peu différente. Typiquement, sur Facebook, je vais cibler plutôt les particuliers. Sur LinkedIn, j'ai un message plus pro. Mais globalement, au départ, comme on ne peut pas tout faire et être partout, on peut essayer de trouver une ligne éditoriale qui est valable sur tous les réseaux sociaux. Sauf sur Instagram, qui est quand même un réseau social de l'image, où là, je suis obligée d'avoir un cadre un peu différent puisque je ne partage pas d'articles ou autre. Donc, pour Instagram, il faut que j'ai quelque chose de spécifique. Voilà. Et alors, du coup, j'en profite pour répondre à cette personne. Hier, on avait un atelier les réseaux sociaux, même pas peur. Et comme vient de le dire Juliette, effectivement, d'abord, il sera en replay la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à le revoir. Et si vous êtes accompagné par Force Femmes, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier de Nadège Bonisset sur les réseaux sociaux parce que justement, elle reprend ce dont a parlé Juliette en détail sur tous ces points-là. Le positionnement, est-ce que c'est l'atmosphère dans laquelle on plonge notre cible? Ouais, complètement, c'est ça. C'est ce qu'on porte, en tant que marque, et c'est effectivement c'est une ambiance qu'on donne. C'est l'identité de notre marque, donc tout à fait. Le positionnement, c'est l'ambiance. Oui, on peut le définir comme ça. Et enfin, quel budget estimatif pour une stratégie de com de lancement si on a déjà un nom et un logo? En fait, il y a pas vraiment de règles, mais de ce que moi j'ai pu lire ou autre ou voir, c'est en gros, il est relatif au chiffre d'affaires qu'on souhaite faire, le budget com. En B2C, il peut aller, donc c'est-à-dire quand on cible les particuliers, il faut qu'il soit plus important, le budget com, et il peut être, en gros, il est à partir de 10% du chiffre d'affaires qu'on souhaite atteindre, jusqu'à 50% en fait. C'est-à-dire que si je veux faire 100 000 euros à la fin de l'année, il faut au moins que je dépense 10 000 euros en com si je veux atteindre cet objectif-là en termes de communication. Là où sur le B2C, donc à destination des professionnels, comme on est quand même plus sur du commercial et du réseau et donc une autre approche un peu différente, on est plus autour de 5% minimum du budget qu'on souhaite, du chiffre d'affaires qu'on souhaite atteindre. Mais pareil, 5, 10, 15, voilà, c'est variable, mais c'est à peu près des minimums sur ces fourchettes-là. Voilà, du coup, ça répond à une autre question. Sur les questions sur la présentation, donc comme je le disais, nos webinaires des 3 jours vont être mis sur notre chaîne YouTube en replay pendant quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir parce qu'après, ils n'y seront plus. Voilà. Et alors, donc, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, Juliette. Sauf s'il y en Super. a d'autres qui arrivent, mais ouais, voilà, très clair. Oui, effectivement, très clair, plein de conseils. Les replays sont dispo quand? À partir de la semaine prochaine. Super. Écoutez, en tout cas, merci Merci. beaucoup. N'hésitez pas à suivre Poussin sur les réseaux sociaux. On essaie à la fois de respecter ce qu'on demande de faire, c'est-à-dire on vous raconte un peu les coulisses de la marque, vous pouvez rigoler et apprendre des choses, tout ça mélangé. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à aller voir sur le site un peu plus en détail ce qu'on fait, nos références ou autres. Et puis merci beaucoup, Julie, encore une fois. Merci à toi.
Et puis, je vous souhaite à toutes, en tout cas, une belle aventure entrepreneuriale, qu'elle ait déjà démarré ou pas. Et courage, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre. Il y a des hauts et des bas. C'est parfois un peu rude, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et voilà, nous, moi, on m'avait dit au départ, tu cibles les créateurs d'entreprise, ils n'ont pas un sou, tu ne vas pas y arriver. Ça fait 8 ans, je suis là, on est une équipe de 7. Donc, ce n'était pas facile tous les jours. Je travaille encore beaucoup aujourd'hui, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, surtout quand on fait quelque chose qui nous tient dans les tripes. Donc, je vous souhaite du bonheur et du courage. Merci beaucoup, Juliette. Bonne journée et merci de ta Merci. disponibilité. Au Merci, revoir. à Au revoir à bientôt. Au toutes. revoir. À tout de suite pour l'atelier qui suit. J'en profite. Être à l'aise pour parler d'argent avec Ariane Mailleux. Je vous y attends. À tout à l'heure.